Bonjour Camille Pascal, scène de la vie quotidienne à l'Élysée publié chez Plon, c'est votre livre, c'est un best-seller parce qu'il faut dire que pendant 18 mois vous avez été au cœur du pouvoir à l'Élysée auprès du président Nicolas Sarkozy, conseiller des médias, et vous racontez dans ce livre comment ça se passe à l'intérieur, comment vous arrivez à l'Élysée la première fois dans cette vieille demeure, vous vous dites vous êtes pratiquement sous un perron et vous découvrez des arcanes de l'Élysée, cette vieille maison, vous êtes tous surpris. Oui, parce que c'est quand même, ça n'est pas n'importe quelle maison. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est le Versailles de la République. Les présidents sont installés, élus au suffrage universel de la République, sont installés à l'Élysée depuis 1848. Oui. Ce n'est pas rien. Et en plus, c'est une maison qui a une vieille histoire. Et c'est une maison qui est faite pour tout, sauf pour que l'on y exerce le pouvoir. Oui. Hein. Donc, c'est une maison de plaisance. D'ailleurs, l'empereur Napoléon disait que c'était sa maison de santé. Quand les c'est un peu une maison de fou, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas une maison de fou, mais ce n'est pas fait pour le pouvoir, ce n'est pas fait pour l'exercice du pouvoir contemporain. Et donc, c'est un lieu très symbolique parce qu'il est indissociable de la République française, du fonctionnement du pouvoir à la française. Et alors, vous conseillez Nicolas Sarkozy, vous n'êtes pas le seul, il y a Henri Guénaud. Mais il n'y a pas de guerre des conseillers, vous dites, vous écrivez les discours. Oui, alors, alors à l'origine, vous l'avez dit, je suis recruté pour m'occuper des médias. Alors, non pas comme conseiller. On va en reparler d'ailleurs. Non pas comme conseiller média de communication, mais pour m'occuper du secteur. Et notamment de TV5, de l'audiovisuel extérieur de la France, quand c'était parmi mes dossiers. Et puis, il se trouve que j'ai aussi écrit un certain nombre de discours dans ma vie. Et donc, en l'absence d'Henri, on me demande d'écrire un premier discours début janvier, dès mon arrivée. Et c'est un discours d'ailleurs à vocation internationale, puisque le président veut condamner le martyre des chrétiens d'Orient. Il y a eu 2 attentats à ce moment-là terribles à Bagdad et à Alexandrie. Et c'est ce discours qui va sceller un peu mon destin à l'Élysée, parce que il prend confiance en vous. Mais il vous appelle souvent. Oui, et il considère que je l'ai bien servi sur ce discours. Il était content. Du coup, il m'appelle directement. Et ça, c'est une des qualités de Nicolas Sarkozy, c'est que quand il crée tout de suite un lien direct. Il n'y a pas de lien. Il vous téléphone. Alors, vous racontez par exemple, vous avez l'habitude de prendre le RER puisque vous habitez en banlieue. Oui. Et il vous appelle. Vous êtes souvent dans le RER. Oui. Il y a grève, il y a la foule autour de vous. Il y a le président de la République au téléphone. Tout le monde entend la conversation. Oui. Alors les gens, je dis Monsieur le Président. Je ne dis pas Monsieur le Président de la République comme le protocole l'exige. Je dis Monsieur le Président parce que bon, il y a tellement de présidents en France que c'est pas. Enfin, évidemment, au bout d'un moment, la conversation devient quand même très précise. Lui-même est dans son avion, il part pour l'étranger. Et vous dites, qu'est-ce que vous fichez dans un train? Vous partez en vacances? Voilà, il me dit, mais où vous êtes? Faites arrêter la voiture. Alors je dis, mais Monsieur le Président, je ne suis pas dans une voiture, je suis dans un train. Il me dit, dans un train, vous partez en vacances? J'ai dit, non, Monsieur le Président, je rentre chez moi. Oui. Alors une autre fois, il vous réveille, vous êtes en vacances, vous êtes tranquillement, vous dites, je suis tout nu, vous levez du lit, et au téléphone, il y a le Président de la République qui est avec Christine Ockrent. Oui, parce qu'à ce moment-là, on est dans la pleine crise de l'audiovisuel extérieur de la France. Christine Ockrent a demandé à voir le président. Je pense que le président veut tenir à distance ce dossier. Parce que Christine Ockrent est en guerre avec le président de l'AEF, de l'audiovisuel extérieur de la France auparavant, voilà. C'est très compliqué. Voilà. Et Nicolas Sarkozy veut vraiment la sauver, la sortir de là. Vous dites, je veux l'étreuiller. Non, ça c'est moi qui le dis, c'est pas lui qui le dit. Non, le président veut qu'on en termine, voilà, avec une situation qui est devenue intenable. Il avait pensé que ce couple, ce duo ou cet attelage, comme vous voudrez, serait formidable, puisque sur le papier, en effet, vous aviez un grand patron d'industrie des médias et de la communication, et de l'autre, une grande journaliste, dont tout le monde reconnaît le talent, en tout cas de journaliste. Et ça ne fonctionne pas, et ça devient une guerre interne. Mais surtout, il dit, elle est blessée, Christine, il faut la sauver, vous allez la recevoir tout de suite, etc. Au sommet du pouvoir, on s'inquiète de son sort psychologique. C'est qu'on ne veut, le président veut que les choses s'arrêtent, et il veut que ça s'arrête proprement. Voilà. Alors évidemment, il l'a en face de lui, il est obligé de prendre en considération celle qu'il a en face de lui. Je pense qu'en plus, il a pour elle une vraie admiration, et certainement de l'amitié, quelles que soient les différences politiques. Mais il me demande de trouver une solution. Voilà. C'est le rôle du conseiller. Et vous dites, j'y parviens finalement. Et vous avez dit partout qu'elle n'a pas touché d'argent, parce qu'on a dit qu'on avait touché de l'argent. Non, elle n'a jamais touché d'argent. Elle n'a jamais touché d'argent. Non, que les choses soient très claires. Il n'était pas question d'acheter le départ de Christine Ockrent. Ça aurait été, c'était pour moi et pour le président, ça n'était pas acceptable. Alors ensuite, Christine Ockrent a décidé de partir. Elle a décidé de partir de son propre chef, et elle a engagé à l'égard de son ancienne maison une procédure judiciaire. Oui. Elle demande des indemnités, c'est ce que j'ai appris dans la presse.
c'est à la justice de trancher. Oui, mais est-ce que quand même, régler ça au niveau du chef de l'État, est-ce que on règle plutôt le sort des personnes plutôt que finalement l'avenir ou l'intérêt de ce que pourrait être finalement la structure elle-même? Ah non, mais moi, je n'ai jamais perdu, ni le président de la République d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il y avait ce problème personnel à la tête de l'entreprise. Moi, je n'ai jamais perdu de vue l'anxiété, l'angoisse, l'affolement du personnel. Oui. Je les ai d'ailleurs tous reçus en intersyndical, tous les représentants, parce que je voulais rétablir la confiance. Vous dites que c'était des journalistes un peu naïfs, j'étais quand même un peu surpris, et quelques staliniens au niveau des syndicalistes. Vous êtes dur. Non, vous connaissez toutes ces maisons. Vous avez de jeunes journalistes qui sont pleins de naïveté. Ils demandaient tous à vous rencontrer. Oui, parce qu'en fait, l'État était frappé quand je suis arrivé d'une sorte de sidération dans ce dossier. Il y avait tellement d'enjeux médiatiques, politiques, que plus personne n'osait bouger. Mon prédécesseur m'avait laissé le paquet cadeau. Donc, je me suis dit que d'abord, je considère, mais ça c'est mon tempérament, c'était qu'il fallait écouter tout le monde. Voilà. Et moi, je ne connaissais pas Christine Ockrent, je l'ai reçue, je l'ai rencontrée, et j'ai reçu tout le monde. C'est-à-dire que pendant, je crois, 3 semaines, je n'ai fait que ça. Oui. Alors vous avez évidemment le président de la République, parce qu'il est présent dans ce livre. Vous racontez des colères, parfois terribles. Il a de l'humour, mais des fois c'est ravageur. Il ne comprend pas pourquoi Fillon a mangé avec Poutine la veille, et puis lui, etc. Il veut dîner le soir même alors qu'il est 18h, il veut qu'on lui organise un dîner. Et puis quand il y a l'affaire Mera, il est furieux parce que finalement il croit pratiquement apprendre par à l'AFP des éléments clés du dossier. C'est un Nicolas Sarkozy profondément vivant. C'est un Nicolas Sarkozy profondément humain. Moi, c'est ce que j'ai voulu, au fond, le témoignage que j'ai voulu rendre, qui est un témoignage partial, c'est ma vision. D'autres collaborateurs ont peut-être vécu autrement les mêmes scènes. Mais justement, c'est quelque chose de très personnel, ce n'est pas un livre politique, c'est un livre personnel. Et j'ai découvert, moi je ne connaissais pas Nicolas Sarkozy, j'ai découvert l'humanité de ce personnage qui est, au fond, maintenant, appartient à l'histoire de notre pays. Et j'ai voulu rendre ça, alors avec ses colères historiques ou légendaires, qui pour moi d'ailleurs étaient des colères extrêmement contrôlées. Je pense que la colère chez Nicolas Sarkozy était le moyen de montrer à ses collaborateurs qu'il avait vu une faille. Oui, aujourd'hui, vous dites qu'il peut revenir, il va revenir. Écoutez, ça, je n'en sais rien. Je ne crois pas que ce soit son état d'esprit. Je ne me permettrai jamais de le faire parler. Personnellement, j'ai toujours dit que j'ai été, je reste et je suis à sa disposition. Il est atteint dans son honneur? Non, je vais vous dire pourquoi, et ça je l'écris dans le livre. Puisque j'ai eu ce privilège d'assister et d'être à ses côtés pendant toute la journée ou presque du 6 mai, et notamment pendant toute la soirée où il apprend la défaite et où il vit la défaite. Et il a cette phrase extraordinaire qu'il a d'ailleurs adressée à Carla, qui nous avait rejoint dans la réunion. Je ne remercierai jamais assez les Français de ne pas m'avoir humilié. Merci. Voilà. Camille Pascal, Scène de la vie quotidienne à l'Élysée, publié chez Plonge. Je disais, c'est un best-seller. Merci d'être venu sur TV5 Monde. Merci.